Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de mai. Ce mois-ci, on le consacre aux femmes puisqu'on a décidé de parler de la santé hormonale féminine. Et pour ce faire, j'ai le bonheur d'être accompagnée d'une femme qui cumule plus de 25 années de métier et qui en fait sa spécialité, Véronique Bourbeau. Puis rapidement, Véronique, je vais juste faire un survol de tes différents chapeaux. Tu es naturopathe agréée, diplômée de l'Institut d'enseignement en sciences naturopathiques. Je suis également herboriste clinicienne diplômée de l'Académie de phytothérapie du Canada, enseignante en endocrinologie, cofondatrice avec la docteure Lynne Deshôtels du programme Ma santé, mes hormones. Et pour ceux et celles dont le nom de la docteure dit quelque chose, elle a participé au documentaire L'automéno de Véronique Cloutier par le passé. Je suis également Véronique, fondatrice de la clinique intégrative du Haut-Richelieu et finalement fondatrice de la plateforme éducative Cancer 360. Est-ce que c'est un bon survol? C'est un bon survol. Parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. On entre dans le vif du sujet au niveau des hormones en parlant de leur rôle. Quel est le rôle des hormones dans notre corps? Oui, ben en fait, les hormones, c'est des tout petites substances qui sont sécrétées par des glandes, qu'on va dire des glandes endocrines. Les glandes endocrines, c'est qu'on va déverser le contenu dans le sang. C'est pour ça qu'on appelle ça endocrin. Et la science qui étudie les hormones se nomme l'endocrinologie. Donc, c'est ce que j'enseigne, entre autres. Là, je suis professeure d'endocrinologie pour vous remettre en contexte. Il y a dans le système endocrinien, il y a des organes qui sont exclusivement dédiés à la création, la synthèse d'hormones, comme par exemple nos surrénales, nos ovaires, notre glande thyroïde. Et il y a aussi des organes qui sont non typiquement glandulaires, mais qui sécrètent quand même des hormones, mais ce n'est pas exclusif, comme plusieurs organes de notre tube digestif, dont le pancréas, l'intestin et l'estomac. Donc, nos hormones, ce sont, oui, des petites molécules, mais on voit bien que quand elles commencent à chuter, ça peut entraîner un raz-de-marée de symptômes. Donc, c'est pas, leur quantité, en fait, est intimement reliée à la santé globale. On dit que c'est des grands régulateurs multisystémiques parce que si on limite souvent, on a une lunette un peu myopique quand on parle des hormones, on se réfère souvent juste à la sphère reproductive, mais bien au-delà de la sphère reproductive, on retrouve des récepteurs d'hormones partout dans le corps. On en a au niveau des poumons, au niveau de la digestion, au niveau du système nerveux, au niveau du système cardiovasculaire. Donc, ça influence la santé là, sur différents systèmes. Mhm. Et ce sont en fait, nos hormones, c'est des petits messagers qui soutiennent l'activité de toutes les cellules du corps. Et les hormones, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas les dissocier. J'aime bien dire que c'est une communauté tissée serrée. Et si on prend par exemple nos 7 hormones, disons, principales, l'estrogène, progestérone, testostérone, DHEA, cortisol, thyroïde, insuline, ce sont en fait ces 7 hormones-là qui s'inter-influencent. Mais à ce jour, on connaît 76 hormones qui incluent aussi des neurohormones. Et donc, ce lot-là de médiateurs, ça influence la croissance, le métabolisme, les caractères, bien sûr, sexuels, les fonctions digestives, l'appétit, ça module l'humeur, les émotions avec les neurotransmetteurs, ça participe au système immunitaire et donc ça influence toutes les cellules humaines, mais aussi toutes les cellules du microbiote. C'est immense comme Ouais. potentiel d'action. Puis, mis à part justement leur rôle primordial dont tu viens de nommer, quels sont les principaux avantages d'une bonne santé hormonale? Hmm. Ben, en fait, la santé hormonale est indissociable de la santé globale, vice-versa, bien sûr, là. Comme les hormones, ce sont elles qui vont moduler le métabolisme. Le métabolisme, à la base, c'est ce qui me permet de transformer là, rapidement là, l'assiette en énergie. Et la cellule ne peut pas faire aucune fonction sans unité d'énergie. Et on ne peut pas créer d'énergie sans hormones, hein. Et c'est souvent le signe premier qu'on a un déséquilibre hormonal. On aura la chance d'en parler, mais c'est souvent une fatigue, hein. Bien sûr, c'est sûr que pour la reproduction, hein, dans le parcours de la fertilité, les hormones, disons, plus sexuelles ou ovariennes sont bien définies, mais il faut penser aussi à la santé mentale. Ouais. Donc, si je veux avoir un équilibre au niveau de l'humeur, je veux atténuer des fluctuations, on va pouvoir parler d'un SPM, bien sûr, ben, c'est intimement lié donc, santé mentale, santé globale, santé hormonale. Il faut aussi mettre des lunettes de longévité quand on pense à nos hormones. Ce sont des outils de prévention pour avancer en âge. Euh,
en gardant un bon potentiel santé avec une grande qualité de vie. Il y a un groupe d'experts qui s'appelle le North American Menopause Society qui ont établi des liens clairs entre une chute d'hormones et la hausse de certaines conditions de santé qui affectent en fait la qualité de vie là, plus on avance en âge. Il y a une hausse de dépôts graisseux au niveau de l'abdomen. Il va y avoir une Mhm. augmentation de résistance à l'insuline, une augmentation des risques de développer le diabète de type 2, une hausse du cholestérol sanguin, des atteintes à la santé artérielle, donc mise en place d'athérosclérose, de maladies cardiovasculaires, une perte osseuse aussi qui est accélérée. Nos os sont un tissu dépendant de notre stabilité hormonale, déclin cognitif accéléré. Il y a des relations très intimes entre l'estrogène et la condition d'Alzheimer ou de démence. Puis ça amène aussi un remaniement au niveau des tissus vaginaux, donc vaginite atrophique, inconfort, mais atteinte aussi des voies urinaires. Fait que la santé hormonale, c'est pas juste une affaire de reproduction, c'est un dossier très, très, très large, hein. Et Ouais. on a ce concept-là que les hormones, en fait, parce qu'on vieillit, nos hormones chutent, mais on est en train d'évaluer et que c'est peut-être le contraire, c'est peut-être parce que nos hormones chutent que le vieillissement prend de l'accélération, en fait. Fait que C'est c'est tellement intéressant de... intéressant. Oui, Puis de là, l'importance d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance et d'agir dans le fond, dans le moment présent pour le long terme, comme tu disais. absolument. Tu as glissé un mot sur le dérèglement hormonal. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est concrètement? Oui. Ben, en fait, si on y va simplement, un dérèglement hormonal, ça veut dire que quand les taux d'hormones ne sont pas optimaux, on peut parler des hormones, disons, individuellement. Elles n'ont pas peut-être leur valeur optimale pour remplir les meilleures fonctions au niveau cellulaire, mais aussi, ça se peut que ce soit les rapports entre les hormones. Comme je disais, c'est une communauté tissée serrée, donc on ne peut pas les dissocier l'une de l'autre, même si elles ont leur champ d'expertise, là, elles s'inter-influencent toujours. Donc, un dérèglement, ça peut être qu'une hormone est manquante ou elle est dominante, ou au contraire, qu'il y a un certain déséquilibre. Un dérèglement hormonal, où, tu sais, ça arrive aussi un peu à l'insu, dans le sens où il y a énormément de perturbateurs endocriniens aussi dans l'environnement. On n'en parle encore pas suffisamment, selon moi, mais qui vient bloquer l'entrée de nos hormones au niveau cellulaire. Et un dérèglement, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à identifier dans une prise de sang non plus. Parce que notre expérience de notre santé, de notre état, ça dépend de ce qui se passe dans nos cellules et pas dans notre sang. Fait que des fois, il peut y avoir aussi une certaine résistance aux hormones à pouvoir rentrer dans les cellules. Donc, un dérèglement hormonal, c'est ça. C'est quand tu manques d'hormones ou tu en as trop ou qui sont désorganisées ensemble. Là, les hormones, c'est comme une toile d'araignée. C'est une architecture qui est très précise et quand tu tires sur un fil ou quand tu désorganises une hormone, ben tu affectes l'équilibre global, hein. Il y a beaucoup Puis de tantôt, tentatives. Oui, vas-y, Virginie. pardon, tantôt, tu parlais de perturbateurs endocriniens qui peuvent affecter justement nos hormones. Est-ce que tu as des exemples précis à nous donner, ou du moins ceux auxquels on doit porter attention? Oui, ben en fait, le plus évident, ça fait partie de la famille des plastifiants, donc tous les plastiques. Et c'est un peu un constat important de réaliser qu'on est exposé à des doses de microplastiques à tous les jours. Là, on en ingère, on en respire, ça se dépose sur notre peau, on a ça dans l'air, on a ça dans l'eau maintenant. Et c'est une question d'accumulation. Et un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui va interférer avec toutes les étapes que l'hormone a besoin pour faire son travail, autant au niveau de sa synthèse que de son transport, que de sa fixation sur un récepteur ou de son message dans la cellule. Donc, les plastiques sont, disons, un bon élément auquel on peut quand même essayer de contrôler Mhm. au niveau de nos consommations, par exemple. Puis, comment est-ce qu'on fait pour savoir, tu sais, du moins avant de se rendre jusqu'à un symptôme qui est très intense et qui nous déclenche une réflexion que ça ne va pas, comment est-ce qu'on peut savoir si on a un dérèglement hormonal? Oui. Ben, en fait, il y a à tous les âges, on peut vivre un dérèglement hormonal. Il y a des périodes, disons, un petit peu plus à risque de complications. Si on pense encore à nos perturbateurs endocriniens, dans la vie intra-utérine, c'est un moment de grande fragilité dans la petite enfance, dans l'adolescence et au niveau de la grossesse. Mais je te dirais en fait que toutes les femmes
Quand on arrive à la mi-trentaine, souvent les femmes vont dire, ah, je commence à sentir un SPM qui est un petit peu plus important, plus intense, je suis un petit peu plus à pic, puis on peut se l'expliquer de plein de façons, hein. Bon, des fois, on a les enfants, on a la carrière, on est dans un tourbillon Mhm. de stress, mais à partir de 35 ans, de façon physiologique, une femme ne va pas avoir d'ovulation à tous les mois. Elle va avoir majoritairement une ovulation là, tu sais, dans la majeure partie de ses cycles, mais elle commence à avoir des petits cycles anovulatoires qui vont augmenter, hein, dans la quarantaine, à la fin quarantaine, pour finalement amener une baisse d'hormones qui va se traduire par une absence de règles. Mais à chaque fois que je saute un pas ovulatoire, ben, je n'ai pas de progestérone et à ce moment-là, je suis automatiquement en dérèglement hormonal par Mhm. rapport à mon estrogène. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri comme tel, puis il y a un continuum normal de chute en hormones progressives là, à partir de 35 ans. Et c'est ce qui fait que souvent, on va parler en préménopause, puis on a l'impression à 35 ans que ça ne nous concerne pas du tout, hein, puis qu'on est Mhm. éternel, puis que ça, que c'est une affaire, là, j'aurai le temps de penser à ça. Mais c'est quelque chose qui se prépare. Ça se prépare une préménopause, puis je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Les personnes qui sont à risque aussi, les personnes qui fument, les personnes qui ont une dent sucrée, là, évidemment, on peut penser à nos hormones, disons, plus sexuelles, mais la dent sucrée a un gros impact, évidemment, sur l'insuline. L'insuline est intimement reliée au cortisol, à la thyroïde, est influencée aussi par nos estrogènes. Fait que, tu sais, tous les comportements, on doit les passer à la loupe quand on commence à se sentir un peu symptomatique. Et souvent, il y a beaucoup de symptômes qui s'apparentent au même dérèglement, que ce soit un problème d'insuline, que ce soit un problème de thyroïde ou un problème d'estrogène. Ben, les symptômes souvent sont assez similaires, là. Puis, j'aimerais justement les survoler avec toi pour qu'on puisse en être conscient et Ouais. s'auto-analyser aussi au besoin. Donc, quels sont les symptômes principaux d'un dysfonctionnement hormonal? Oui. Ben, en fait, ça va dépendre aussi de chacune des hormones. Mais si on prend, par exemple, là, bon, simplement les signes les plus classiques au niveau de la thyroïde. Là, la thyroïde, elle, c'est l'hormone qui va définir le rythme avec laquelle toutes les cellules vont faire leur activité. OK? Donc, un hypothyroïdie qui est plus fréquent qu'une hyperthyroïdie, donc un ralentissement de la thyroïde, ça s'appelle un ralentissement du métabolique et donc un hyporendement global. Ça veut dire que ton cerveau n'est pas optimal, tes reins ne sont pas optimaux, ton foie non plus, ta digestion, la qualité de ta peau, tout ça va être ralenti. Donc, on va parler de frilosité, on va parler d'une hausse de poids, le métabolisme ralenti, dont je stocke plus que je suis capable de brûler, d'éliminer. Je peux entraîner une perte de cheveux, des troubles digestifs, de la constipation par ralentissement du péristaltisme. Ça se traduit par de la dépression, par de l'anxiété. Là où je concentre le plus de récepteurs à thyroïde, l'hormone active de la thyroïde qu'on appelle la T3, c'est entre les deux oreilles. Donc, gros impact au niveau de la santé mentale. La peau va être sèche. Je peux développer, bien sûr, un TDA, une hausse de cholestérol. Donc, ça va dans tous les sens. En fait, il n'y a pas un symptôme qu'on ne peut pas passer sous la loupe des hormones, là. Si c'est surtout notre insuline, là, on va parler plus à ce moment-là de diabète, de hausse de poids, d'instabilité de l'appétit. On peut sentir une nervosité quand il serait temps pour nous de manger, puis on doit être un petit peu plus patient. Les gens qui sont incapables de jeûner, qui ont vraiment un appel d'appétit très important, qui ne sont pas capables de passer un bon laps de temps entre les ingestats, c'est un signe d'instabilité glycémique. Les personnes qui ont un trouble de concentration, est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que c'est des fluctuations glycémiques? Les deux sont possibles. Il va y avoir aussi une énergie en dents de scie. Quand je mange, je me sens bien. Puis, quand 2 heures après mon repas, je vais être beaucoup plus fatiguée. Il y a le fameux coup de barre en après-midi, là, à 2, 3 heures, là. C'est souvent un signe d'hypoglycémie réactionnelle. Si on pense plus à nos hormones comme la testostérone, on la relie beaucoup aux hommes, mais elle est essentielle. Sa contribution est essentielle à la santé de la femme. Dans ce cas-ci, bon, quand on n'en a pas assez, il y a une baisse de libido, il y a une perte de masse musculaire, de force musculaire. Habituellement, ça, c'est quelque chose qu'on va expérimenter à la fin quarantaine, début cinquantaine. Et dans les années de fertilité, il y a plusieurs femmes qui vont être plutôt hyperandrogynes, donc elles vont avoir plus de testostérone. Et là, à ce moment-là, ça peut se traduire par de l'hirsutisme, donc des poils indésirables ou une perte, le toupette recule, une perte
de cheveux. La peau devient plus grasse, donc de l'acné. On peut avoir un tempérament un peu plus à pic aussi. Il ne faut pas oublier nos hormones de stress, celles qui nous permettent de faire face aux changements, dont le cortisol. Le cortisol, ça sauve la vie, mais ça la sabote aussi. C'est une question vraiment de dosage. Si je suis en excès de stress, si ma vie, c'est mon plus gros agresseur, puis que jour après jour, je fais face à des facteurs de stress, ça va se traduire par des paniques, des rages de sucre, une prise de poids abdominale. Les cellules adipeuses de la bédaine contiennent 4 fois plus de récepteurs à stress que n'importe quelle autre cellule grasse du corps. Donc, si je prends du poids de façon abdominale, est-ce que c'est ma thyroïde? Est-ce que c'est mon insuline? Est-ce que c'est mon cortisol? Tout est possible. Et ça m'amène dans une zone un peu d'inconfort où je suis très à pic, mais je suis profondément fatiguée. Quand je suis exposée à beaucoup de cortisol, on dit qu'on est fatigué, mais à cran. Ça veut dire que un petit déclencheur va entraîner une hyper réponse de mon comportement, disons, Ouais. là, mais c'est dans un fond de fatigue, mais j'ai toujours un petit peu plus d'adrénaline parce que cortisol et adrénaline travaillent ensemble. Si j'ai une baisse de progestérone, comme par exemple dans les cycles anovulatoires qui s'accumulent à partir de la mi-trentaine, je peux expérimenter une enflure mammaire, une congestion mammaire, une nervosité aussi parce que la progestérone, elle a une affinité avec les récepteurs GABA au niveau du cerveau qui sont le neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux, donc détente, zénitude. Donc, si je manque de modulation de GABA, ça se peut que je sois un petit peu plus nerveuse et irritable. Ça va entraîner du spotting entre les cycles menstruels. Je peux avoir du petit spotting, là, des petits saignements hors cycle. Ça peut se traduire par de l'insomnie, puis un syndrome prémenstruel en dents de scie. C'est souvent relié à la baisse de progestérone. Dans le cas de l'estrogène, évidemment, quand j'en manque au niveau périménopause, je peux avoir à peu près tous les symptômes, mais quand j'en ai, disons, en dominance, c'est rare qu'on voit des excès vraiment physiologiques d'estrogène. C'est souvent que par manque de progestérone, ben, l'estrogène prend un petit peu plus de place, mais elle ne s'en va pas nécessairement en excès. C'est ce qu'on appelle une dominance estrogénique. C'est très fréquent. Et la dominance estrogénique va se traduire par des fibromes, de l'endométriose. Ce sont des conditions qui naissent dans un contexte comme ça. Mes cycles menstruels vont être plus courts, ils vont être beaucoup plus abondants, puis je vais avoir des fluctuations de l'humeur, bien sûr, là. Et puis bon, les symptômes d'un dysfonctionnement hormonal, si je rentre dans la périménopause où toutes ces hormones-là doivent être remaniées au grand complet, c'est pas pour rien que Véronique Cloutier a appelé ça l'automéno en disant je sais pas ce que je vais avoir, tu sais, qu'est-ce que je vais piger, c'est que tout est possible quand on touche à ça. On va avoir une sécheresse vaginale, on peut avoir de l'atrophie vaginale, donc des inconforts, des douleurs pendant la relation sexuelle ou après, beaucoup plus de fragilité, vulnérabilité à développer des infections, bien sûr les fameuses bouffées de chaleur, la transpiration, il y a une démotivation aussi, il y a une fatigue mentale qui s'installe comme euh, on est comme tanné de devoir travailler fort de la tête, là. C'est ça. On a un désintérêt aussi qui peut se manifester. Des fois, c'est pas toujours agréable, là, hein, un changement hormonal, là, hein. De l'insomnie aussi, la prise de poids, tout fait engraisser en périménopause, là. Migraines, palpitations, il y a des douleurs articulaires qui sont assez manifestes pour une bonne majorité des femmes. Bon, la libido, elle disparaît, des incontinences, une perte de masse et de force musculaire. Donc, on va assez largement, largement. Mhm. Puis, qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones au moment de la périménopause, contrairement à un dérèglement hormonal comme plus traditionnel, j'ai envie de dire? Ben, en fait, la périménopause, c'est la période, disons, c'est du sport extrême, là. Ça demande énormément de souplesse là, au niveau du corps parce que, il y a un continuum. En fait, tu sais, il y a une raison biologique. Si on parle des hormones ovariennes, hein, c'est vraiment le plan, c'est de reproduire l'espèce. Et il vient un temps où les capacités de reproduction, ben, physiologiquement, et naturellement doivent décliner. Et ça va entraîner une chute des hormones ovariennes principales. Donc, à partir de 35 ans, la progestérone commence à faire ses valises. Il y a des mois où elle participe, des mois où elle ne participe pas. Si j'ovule pas, je n'ai pas de progestérone. Et
quand j'approche autour de la cinquantaine, 50, 52, 53, ben là, c'est mes ovaires, même s'ils contiennent encore des ovules et des cellules capables de répondre et de fabriquer de l'estrogène, elles sont beaucoup moins sensibles aux messages du cerveau qui demandent une maturation de petits œufs pour reproduire l'espèce. Et donc, à ce moment-là, ben, les ovaires vont commencer à rentrer en pré-retraite. Et donc, il y a des mois où je vais avoir une capacité ovarienne tout à fait adéquate et je me sens super bien. Puis, il y a des mois où j'ai une absence de participation, en tout cas une baisse significative de participation d'hormones. Et là, ça m'amène dans un yo-yo, là, où ce que mes amplitudes dans mes hormones peuvent se traduire par un mois épouvantable, là. Mhm. Mais j'ai ma testostérone qui diminue, j'ai ma thyroïde qui ralentit, j'ai les hormones de compensation, donc le cortisol, il va souvent embarquer, l'insuline, je suis beaucoup plus instable par rapport à l'assiette si je mange quelque chose de sucré, si je prends un verre de vin, je le tolère moins bien. Donc, toutes mes hormones doivent se réaligner ensemble dans une chute progressive. Et Ouais. donc, ça peut être un vrai choc tant physique que psychique pour plusieurs personnes. Puis, au niveau du système hormonal général, mais aussi au niveau, par exemple, d'un dérèglement ou de la périménopause dont tu viens de parler, est-ce que c'est quelque chose qui est héréditaire? Est-ce que, parce qu'on entend souvent des femmes, par exemple, dont la périménopause va commencer beaucoup plus tôt, qui vont avoir des symptômes beaucoup plus forts, y a-t-il quelque chose qui prédétermine ça? En fait, quand on est, on a un lot prédéterminé de petits œufs, de petits ovocytes dans nos ovaires qui peuvent un peu, si on les calculait, on pourrait prédire un petit peu le moment de l'arrivée de la périménopause et de la ménopause. Donc, il y a quelque chose qui est physiologique. Le défi, en fait, c'est qu'on constate que c'est selon la culture et selon le mode de vie. Et le plus grand saboteur d'équilibre hormonal, c'est le cortisol, c'est le stress. Et on a Mm. remarqué, par exemple, que dans certaines communautés en Afrique qui ont une alimentation traditionnelle, qui ont un clan social bien soudé, que, bon, tu sais, il y a une valeur, là, les valeurs sont très saines et qui ne sont pas Mm. exposées de façon chronique au stress, ben, les femmes ont leur arrivée de ménopause là, autour de la soixantaine, là. Hein? Puis ici, on a des femmes qui vivent une insuffisance ovarienne à partir de la quarantaine. Ce n'est pas nécessairement toujours codé génétiquement ou de façon héréditaire, mais c'est vrai on doit connaître un petit peu l'histoire hormonale de notre mère. Puis c'est rare que le fruit tombe loin de l'arbre, dans le sens où si votre mère elle a eu sa ménopause à 50, il y a peu de chances que vous soyez encore menstruée jusqu'à 60, là, mais il y a peu de chances que ça soit à 40. Mais tous les perturbateurs endocriniens viennent changer la donne, en fait, Mhm. qui peuvent provoquer des dérèglements beaucoup plus hâtifs, puis entraîner une ménopause ou une périménopause précoce aussi, là. Puis, justement, tu parlais de facteurs de stress, tu parlais du mode de vie des femmes africaines. Ça nous amène, en fait, à parler des habitudes de vie Ouais. de façon globale. Est-ce que nos habitudes de vie peuvent à 100% impacter notre dérèglement hormonal? Est-ce qu'il y a Oh des que gestes oui. qu'on peut faire? Oui, OK. Ah oui, ben en fait, c'est la clé, hein. Et, Mm. euh, et comme je travaille avec Docteur des Hôtels, là, puis elle a les mêmes arguments que moi, là, on comprend les choses de la même façon, dans le sens où elle, même comme médecin, bon, c'est sûr qu'elle travaille avec des hormones bioidentiques, puis il faut regarder les attentes des femmes, hein. Souvent, les femmes vont penser que, en prenant juste 2 hormones, ben tout va régler, mais les hormones ne règlent pas un déséquilibre de vie. Et c'est souvent le déséquilibre de vie qui provoque les perturbations hormonales. Et le mode de vie, c'est ce qui, en anglais, on va dire Your lifestyle will make you or break you. C'est de dire que c'est ton style de vie qui va te construire ou te détruire. Et c'est la base même, en fait. Comme la santé globale est indissociable de la santé hormonale et que la santé hormonale et globale est indissociable des comportements que j'adopte jour après jour, ben, il faut qu'on travaille notre mode de vie.
Puis dans le mode de vie, tu sais, la gestion de stress, c'est capital. Il faut dormir. Si on ne dort pas, ça déconstruit tout le reste, là. Une alimentation qui est stratégique, avoir du plaisir aussi. Je ne vous ai pas parlé d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est une anti-stress extraordinaire, puis qui atténue tous les dommages causés par une exposition à du surstress chronique. L'activité physique aussi, c'est important. Et c'est ces comportements-là que j'ai sur une base régulière qui viennent stabiliser mon métabolisme, donc la capacité de créer de l'énergie, qui ça me permet de moduler mes hormones. Donc, c'est vraiment une pyramide bien définie, là, tu sais. Et il y a une illusion, Virginie, que j'entends souvent. C'est fort répandu de croire, en fait, que si j'applique les mêmes comportements à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et à 60 ans, bien, que je peux m'attendre aux mêmes résultats, hein. Mhm. Et c'est poche, là, mais c'est pas de même que ça marche, hein. Le métabolisme change de décennie en décennie. Les défis physiologiques, biologiques sont pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 60. Et ça, c'est classique parce que dans la périménopause, pour accompagner plusieurs femmes, ce qui amène souvent les femmes à consulter, c'est de dire, oh mon Dieu, Véronique, mais j'engraisse, puis pourtant, j'ai rien changé. Tu sais, je, veux dire, je prends mon petit verre de vin comme avant, je vais faire mon Mhm. sport 3 fois semaine, j'essaie de gérer mon stress, tu sais, je mange la même assiette, puis comment ça, je me mets à engraisser, je ne peux pas me l'expliquer, mais c'est parce que tu n'es pas la même personne à 30 ans qu'à 20 ans, puis à 40. Tu sais, fait que le métabolisme, on perd de la masse maigre à partir de 40 ans, on perd 0,7 % par année. Et ça désorganise notre capacité à brûler les calories, entre autres. On est beaucoup plus sensible aux fluctuations de stress. On est plus sensible à l'insuline aussi. Fait qu'il faut qu'on remanie des affaires Ouais. à chaque décennie, là. Puis, au niveau de l'alimentation, concrètement, est-ce que c'est de cibler des groupes d'aliments? Est-ce qu'il y a des aliments en particulier qui sont des aliments miracles ou ça relève de la pensée magique? Dis-nous tout. Ouais, ben je pourrais pas tout dire là, on va manquer de temps, mais en fait, l'alimentation à la base, elle doit être stratégique et elle doit être adaptée parce qu'il y a pas, tu sais, on est tous inégales, les femmes face à l'assiette. Oui. OK? Euh, Fait que le comportement alimentaire doit être bien sûr individualisé, mais de base, là, si on mettait là, tu sais, un petit primer de fond, là, on se dirait qu'on va faire attention à tout ce qui induit des fluctuations de glycémie. Parce que moindrement que j'ai une dent sucrée ou que je répartis mal mes glucides dans une journée, à chaque fois que je fais intervenir de l'insuline, je fais intervenir des cellules adipeuses. Ça, c'est la première chose. Et la cellule adipeuse, elle a la capacité de fabriquer de l'estrogène. Le stress va faire augmenter les cellules adipeuses. C'est ça, le cortisol va faire augmenter les cellules adipeuses. Puis bon, je vais me retourner dans un yo-yo réactionnel, Mhm. là. Fait qu'il faut avoir une alimentation, pas qui est zéro glucide, là. La thyroïde a besoin aussi d'avoir des glucides pour s'activer. Fait qu'on a besoin d'avoir une alimentation, selon moi, la plus logique, ce serait faible en glucides, mais bien positionner les glucides. Et des Je vais glucides de favoriser. qualité aussi, là. Mhm. Pardon? Des glucides de qualité. Ah, ben ça, c'est clair. Ah, ben oui, sinon on n'en Mhm. parle même pas, là. Oui. Ouais. Oui, il faut avoir une qualité, il faut avoir une quantité aussi qui Mhm. soutienne le métabolisme. Euh, Là, après ça, ça dépend de chacune des hormones. Fait que c'est sûr que si je mange une alimentation qui ne fait pas intervenir trop souvent, trop régulièrement, en trop grande quantité mon insuline, ben, cette hormone-là risque d'être assez satisfaite, là. Après ça, il faut voir, j'ai des cofacteurs pour chacune de mes hormones. La thyroïde, elle n'a pas besoin des mêmes cofacteurs, par exemple, que mon estrogène ou que ma progestérone ou ma testostérone. Fait que c'est toujours bien de consulter quelqu'un là, qui est dûment formé pour monter une assiette stratégique. Si on pense périménopause et qu'on cible un petit peu plus disons, nos estrogènes, ben, à ce moment-là, on a nos fameux isoflavones de soya qui sont quand même bien étudiés. On en a eu peur pendant 60 ans là, à cause du cancer du sein et tout ça. Maintenant, bon, ça a été démenti. C'est correct, c'est formel en fait que plus on s'expose à des isoflavones de soya, meilleur pronostic on a si tout jamais on développe un cancer. Et l'espérance de vie est augmentée plus on est exposé à ces isoflavones-là. Ce sont des bons modulateurs. Le Là, en défi, termes d'aliments, c'est quoi, par exemple? le soya. OK, OK, tout simplement. Oui, le OK. soya.
On va avoir des phytoestrogènes, donc des molécules qui ne sont pas des hormones, mais que dans leur structure, elles ont quelque chose de similaire à nos hormones. Donc, elles sont capables de venir occuper le récepteur à la surface de la cellule et amener une certaine modulation qui pourrait s'apparenter, disons, à un estrogène. Donc, c'est ce qu'on OK. appelle un phytoestrogène et on trouve ça dans le monde végétal. Donc, oui, le Mhm. soya, disons que c'est un grand représentant, mais on a le trèfle rouge aussi qui contient beaucoup de ces molécules-là. Le trèfle rouge, c'est une légumineuse. L'ensemble des légumineuses vont apporter aussi d'autres types de phytoestrogènes qu'on appelle des coumestants. Donc, vous avez la fève mangue germée, la fameuse fève germée du chop suey, là. Mhm. Il y a ça qui peut être une option. On a la graine de lin, c'est une autre catégorie qu'on appelle des lignanes. On a aussi de ces molécules-là dans la famille du chou, du brocoli, chou-fleur, Bruxelles, bok choy. Fait que c'est des excellents aliments si on les digère bien, bien sûr. Là, on ne s'impose pas quelque chose qu'on ne tolère pas. Mais si on est capable de les introduire d'une façon régulière, ça permet de moduler en fait les récepteurs pour les hormones estrogéniques, puis ça permet de bien les manipuler, nos estrogènes, de bien les éliminer pour pas que ça Mhm. refoule, puis que ça compacte les seins ou les ovaires ou que ça amène des fluctuations d'humeur. Fait que puis il faut des protéines, il faut, bon, il faut Mhm. avoir une alimentation, disons, diversifiée. Et puis, il faut se mouvoir aussi, hein. Avoir une bonne alimentation puis rester sédentaire, ben ça nuit pas. Exactement, on n'est pas plus gagnant. Puis, tu parlais tantôt de faire attention aux excès de sucre, aux excès de glucides. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on devrait savoir? Ben, c'est sûr que si vous êtes fumeuse, je veux dire, c'est pas parce qu'on le dit que nécessairement on est capable d'arrêter, mais c'est vraiment, ça peut être le chemin du combattant, mais ça vaut vraiment la peine pour une santé globale, une santé hormonale, une qualité des tissus aussi, puis des membranes des cellules, de tendre vers autant que possible une cessation. On va faire attention aussi, bon, on parlait de perturbateurs endocriniens, hein, donc c'est bien de manger une bonne alimentation, mais il ne faut pas qu'elle soit surenveloppée de plastique non plus, là. Il y a les modes de cuisson aussi qui peuvent avoir un impact sur les structures de protéines. Puis, ben, tout ce il y a aussi l'état dans lequel je consomme mon assiette qui est important. Le facteur stress se Mhm. mêle un Ouais. petit peu partout, là. Fait qu'il y a une question aussi d'état global. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Est-ce Ben, que ça, la caféine, l'alcool, il faut se j'imagine? bouge. Oui. Oui, tout à fait. Puis justement, la caféine et l'alcool aussi, j'imagine un peu comme tout dans la vie, on doit porter attention à ces deux éléments-là aussi. Ben, il y a des gens qui tolèrent mieux certaines substances que d'autres. Donc, il Mhm. faut être honnête avec soi, là. Mis à part le plaisir sur le moment que ça nous donne, puis notre petite dopamine de satisfaction, il faut voir si vous êtes des personnes qui métabolisent de façon adéquate. Le défi avec l'alcool, le sucre et le café, moi, je le remarque beaucoup au niveau de la périménopause, en fait, les 2 années avant la ménopause et les 2 années qui suivent, en fait, l'arrêt des règles, là. Donc, ces 4 années-là, euh, c'est là qu'on va avoir le plus d'impact négatif avec l'alcool, avec le sucre, avec le café, au niveau des chaleurs et des transpirations au milieu de la nuit. Les C'est intimement symptômes. relié, là. Il y a un centre de contrôle de la température corporelle qui est en fait situé au même endroit où je commande à partir de mon cerveau mes hormones. Et cette fenêtre-là, où je suis thermoneutre, je suis pas en train là, de dissiper de la chaleur, puis je suis pas en train de geler comme une crotte, là, ben, cette fenêtre-là, elle est sous l'influence de la quantité circulante en estrogène. Et l'estrogène, elle vient inhiber les hormones de stress pour pas que je sois toujours en train d'hypertranspirer. Mais quand Mhm. mes estrogènes diminuent, ben, tout ce qui peut amener des fluctuations de stress, dont le sucre, l'alcool, amène des remaniements nerveux et le café qui amène de l'adrénaline dans le corps, ben, ça vient augmenter tout de suite le dérèglement, puis je me mets à transpirer, j'ai les joues de plus en plus rouges quand je prends un verre de vin, c'est ça, Mhm. je viens tout moite quand je finis mon café, puis je me réveille en plein milieu de la nuit. Ouais. Mhm. Puis pour clore le volet alimentation, j'aurais envie de t'entendre en terminant sur l'importance du microbiote ou son rôle majeur. Ah oui. OK. Ben, en fait, ça peut être un peu complexe. Je vais garder ça bien simple, en fait. C'est qu'on a, en fait, nos estrogènes, là, d'abord, il n'y a aucune hormone tu sais, qui est cancérigène. OK? Il n'y a aucune hormone qui est vicieuse. Elles sont essentielles au bien-être. OK? Là où on a
où on a besoin de, disons, d'être un petit peu plus vigilant, c'est qu'est-ce que je fais avec mes estrogènes dans mon corps? Comment est-ce que je les métabolise? Comment je les élimine? Et il y a une bonne partie de mes estrogènes que je crée parce que je suis encore cyclée ou que malheureusement, dans l'environnement, il y a plein de perturbateurs endocriniens qui font assemblant d'être des estrogènes. Ben, tout mon lot d'exposition et de synthèse d'estrogènes passe dans le foie. Et ensuite, je dois les éliminer. J'ai une portion qui va aller dans l'urine et j'ai une grosse portion qui vont dans les selles. Et dans les selles, dans le dernier tiers de mon côlon, c'est là que se concentrent les plus grandes colonies de bactéries. Et dans ces bactéries-là, il y a des bactéries qui sécrètent des gènes qui viennent en fait saboter tout le travail de protection que le foie peut avoir mis beaucoup de temps pour sécuriser les estrogènes, puis tenter de les éliminer de façon adéquate. Donc, un microbiote ou une santé intestinale qui n'est pas optimale peut faire refouler des Mm. métabolites réactifs d'estrogènes qui sont moins propres et qui peuvent venir perturber les récepteurs. Fait que, OK. de toute façon, en naturopathie, on focus beaucoup sur la santé de l'intestin, hein, je veux dire, depuis 1400 quelque chose, Qui là, est le qu'on en deuxième parle. cerveau, donc oui, tout à fait. Mais c'est l'intestin. L'intestin participe à tout, hein. On Oui. l'appelle le deuxième cerveau. Moi, je suis prête à parier que bientôt, on va l'appeler le premier cerveau. Peut-être dans quelques années, on s'en jase. Avant de s'attaquer aux produits de santé naturelle, j'aimerais t'entendre sur des méthodes alternatives qui sont aussi naturelles, vers lesquelles on peut se pencher, à commencer par l'acupuncture, par exemple. Oui, c'est sûr que je ne suis pas acupuncteur, donc je ne peux pas vous donner là, toutes des notions et tout ça, mais c'est vrai que autant au niveau de la fertilité, au niveau de tous les processus ovariens, ovulatoires, au niveau des signes qui accompagnent la périménopause, au niveau de l'insomnie, au niveau des bouffées de chaleur, au niveau des fluctuations de l'humeur, il y a énormément de ma clientèle qui vont chercher une très grande satisfaction et une stabilité avec des Mhm. approches d'acupuncture. Si j'ai, disons, dans ma mécanique, j'ai des blocages au niveau du bassin, par exemple, autant pour bon, des douleurs au niveau de l'ovulation, par exemple, ou au niveau du décollement de la matrice quand je pourrais être menstruée, tout ça, ben, c'est sûr qu'une technique ostéopathique, selon moi, c'est un bon ajout à mettre au calendrier de façon régulière, là. OK, parfait. Et les fameux produits de santé naturelle, question numéro 1, avant que tu nous donnes des exemples, est-ce que c'est possible de jumeler l'hormonothérapie à des produits de santé naturelle? Est-ce qu'on peut vraiment faire un mix des deux? Bien, absolument. Il OK. n'existe pas un seul chemin pour se rendre aux noces, là. On peut emprunter plusieurs façons. Et en fait, le choix appartient aux femmes. Des fois, on a ce concept-là, c'est ce qui témoigne un petit peu de ta question, hein, Virginie, que c'est comme, ben, Un avec ou ou sans. l'autre. C'est Mhm. Ouais. binaire, c'est oui ou c'est non. Ben, en fait, il faut voir tu sais, d'abord, à quel point on est symptomatique. On ne peut pas être contre le bien-être, de toute façon, globalement, là, OK? Fait que de dire, bon, il y a des femmes qui vont préférer faire sans. Ils vont dire, ben moi, dans ma philosophie puis dans mes valeurs, j'ai l'impression que, bon, comme c'est un phénomène naturel, je pense que le corps est équipé pour faire sans. Mhm. Oui, il faut travailler un petit peu plus fort sur le mode de vie, c'est sûr, mais prendre des hormones, ce n'est pas une passe droite non plus, là, tu sais. Fait que oui, on va travailler un petit peu plus le mode de vie, hein. Tantôt, quand je vous ai parlé de tout, comment la chute des hormones va affecter la qualité de vie, oui, peut-être maintenant, mais qu'il faut avoir une lunette pour penser à plus loin, hein, dans du moyen et long terme, une lunette de longévité. Ben, il faut dire que, OK, si je ne suis pas incommodée par une chute d'hormones, moi, je rentre en périménopause, puis je n'ai pas de chaleur, puis ben, j'ai pas vraiment engraissé, puis je dors encore bien. Donc, on sent peut-être moins l'urgence d'agir, mais il faut avoir, c'est ça, cette vision-là un petit peu plus à long terme. Donc, il y a moyen de moduler. Les femmes qui vont choisir d'opter pour de l'hormonothérapie, évidemment, bon, on va promouvoir surtout le bioidentique. Elles vont chercher souvent une stabilisation, mais comme je le répète et que Docteur Desautels aussi a dit, ben, je veux dire, il faut voir dans quel contexte je les mets, ces hormones-là. C'est pas un clé en main, là, où ce que ça va tout régler le déséquilibre de vie. Donc, il y a des femmes qui vont commencer à prendre de l'hormono, puis, disons, bon, estrogel. On va prendre l'estrogel, par exemple, puis on va dire, ah, ben moi, on me propose une pompe. Mais quand je prends une pompe, ben, j'ai des migraines. Je me sens pas bien, je me sens pas bien dans mon corps. Fait que ça, ben là, j'ai diminué à une demi. Tu sais. Puis à une demi, je veux dire, bon, c'est correct, mais là, je dors plus.
Puis là, tu es comme, OK, ben là, quels Par où symptômes prendre? j'achète? Tu sais? Mhm, Fait mhm. que c'est dans une situation comme ça où, disons, une pleine dose n'amène pas le mieux-être et que quand on coupe la dose, ben, Colin, on n'est pas encore optimal, ben, à ce moment-là, on propose de garder la dose minimale pour activer les récepteurs, puis là, on peut compléter avec, entre autres, certaines plantes ou des modulateurs de phytoestrogènes. Mais c'est sûr qu'on va tout le temps regarder le mode de vie de toute façon, là. Ça, c'est Mhm. indissociable, avec ou sans hormones. Puis, si on y va dans l'ordre des choses, par exemple, si on souhaite apaiser des symptômes SPM, par exemple, est-ce qu'il y a des produits de santé naturelle vers lesquels aller? Oui. Euh, ben, en fait, le syndrome prémenstruel, là, euh, c'est souvent comme un constat ou c'est un moment pour faire une introspection sur quel genre de mois j'ai traversé. Fait que Mhm. je lance tout le temps le défi aux femmes de dire, OK, ben, le prochain cycle menstruel, allez là, dans un tout inclus, là. OK? Pas d'enfant, pas de responsabilité. Puis on se reparle du SPM. Dans le T'as sens où tellement raison. c'est C'est tellement une belle façon de. Je ouais, pense que ça va parler à beaucoup de ouais. femmes qui sont à l'écoute présentement. Ouais, fait que ça veut pas dire que, tu sais, il faut juste déménager puis divorcer, puis bon, c'est pas ça, mais c'est de prendre conscience que ce que je vis pendant le mois va se traduire un moment donné dans des symptômes. OK? Mm. Mais bon, quand je suis symptomatique, puis que je suis pris dans un tourbillon de vie, puis que, bon, je peux pas déménager au Club Med, là, tu sais, ben à ce moment-là, il y a une plante qui est fort aidante, c'est le Vitex. Le Vitex qu'on peut trouver standardisé en capsule ou qu'on peut avoir en teinture mère. C'est Mhm. une plante qui a été bien étudiée dans le syndrome prémenstruel, mais aussi dans le trouble dysphorique prémenstruel, qui est un trouble qui peut affecter, il y a des statistiques qui disent 5 on est plus de l'ordre du 15 c'est plus fréquent qu'on pense. C'est un SPM fois 1000, là, où c'est que OK. la femme, elle est complètement dysfonctionnelle, là, et puis ça peut couvrir ça 3 semaines par mois où elle ne sort pas du lit, elle a la difficulté à remplir ses engagements au niveau familial. Je veux dire, la qualité de vie est complètement décousue, là. Il peut y avoir Mhm. des idées suicidaires. Fait que ça, c'est peu de femmes. Oui, mais il y en a qui vont avoir un trouble dysphorique qui n'est pas juste 2 jours avant d'être menstruée, je suis irritable, mais que ça peut prendre une bonne semaine, une semaine et demie. Prouve pas les 3 semaines. Et ça a été étudié en fait avec des antidépresseurs et le Vitex. On a des études comparatives. Dans toute honnêteté, l'antidépresseur est plus rapide pour stabiliser, mais en fait, le Vitex rivalise parce que même s'il est moins rapide, c'est qu'il n'entraîne pas d'effets secondaires, entre autres sur la libido, hein, ce que l'antidépresseur va faire. Fait Mhm. que, tu sais, c'est de regarder, c'est selon. Hein. Moi, j'étais dans une approche très intégrative là, au niveau de la clinique, donc je vais toujours considérer toutes les possibilités. Fait que si quelqu'un a besoin d'aller chercher plutôt un antidépresseur, moi, j'aime bien dire que c'est des modulateurs de neurotransmetteurs, là. J'aime mieux penser comme ça, là. Les gens souvent sont un peu gênés des fois de prendre des Ouais, antidépresseurs. Il y a une connotation tu sais, négative. Non, ouais. c'est un modulateur de neurotransmetteurs. Ça a sa Mhm. place comme toute chose. Fait que dans le SPM, le Vitex, au niveau des études, ben, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'essayer. Ça, OK, c'est parfait. ouais. Puis aussi au niveau du SPM, si j'ai les seins hyper gonflés, j'ai les seins compacts, là, j'ai de l'enflure, le Vitex est reconnu pour inhiber la prolactine, une hormone qui est importante dans la compaction des glandes mammaires, là. OK, parfait. Puis au niveau de la périménopause, as-tu Mm. des produits à nous suggérer? J'en ai plein. Ah, J'en ai plein, mais c'est ça, ça va dépendre des symptômes parce que ça peut aller dans tous les sens, là, mais si on parle, tu sais, bon, périménopause, bouffée de chaleur, là, ça, je veux dire, on tourne pas autour du pot dans le sens que c'est un signe clair que je vis une chute en hormones. Ben, en fait, j'ai 2 façons de moduler les bouffées qu'on appelle vasomotrices, soit que je passe par les phytoestrogènes, donc on a parlé des isoflavones de soya, entre autres. J'ai aussi, en fait, les isoflavones de soya, il faut que j'ai un bon tube digestif pour être capable d'aller chercher le potentiel de modulation hormonale. Donc, c'est un terrain de pratique. Quand je prends des isoflavones de soya, pour une personne, ça va très bien marcher, pour une autre, ça ne marchera pas du tout. Fait que c'est pas le produit le problème, c'est le tube digestif. OK.
Fait qu'il faut voir aussi pour les femmes qui vont dire ah non, moi, ça ne module rien du tout. Bon, ben, on va falloir qu'on travaille un petit peu au niveau des enzymes digestives. Donc, les isoflavones de soya qui sont standardisés en génistéine, c'est la génistéine qui va moduler. Donc, j'ai ça, mais j'ai aussi la rhubarbe de Sibérie qui est étudiée depuis fort longtemps en Allemagne, qui est extraordinaire au niveau de tous les signes et symptômes qui peuvent accompagner une chute en hormones. Et elle aussi, elle vient moduler les récepteurs d'estrogène. Mais si je ne veux pas jouer sur les récepteurs d'estrogène parce que j'ai une peur viscérale du cancer du sein ou que j'ai des antécédents dans ma famille, puis je ne me sens pas à l'aise de moduler de cette façon-là, ben à ce moment-là, je ne suis pas mal pris avec mes bouffées de chaleur. Je peux travailler sur le neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qu'on appelle souvent, bon, ça, c'est notre attitude positive, l'attitude prosociale, donc antidépresseur. Il y a des récepteurs de sérotonine dans mes vaisseaux sanguins et quand je viens les cibler, entre autres avec lacté à grappe noire, bien, ça me permet d'atténuer à 70% la fréquence puis l'intensité des bouffées de chaleur. Fait que j'ai deux façons de moduler, disons, en périménopause pour ça, pour disons, le signe plus classique, là. Puis est-ce qu'il y en a d'autres à garder en tête de façon générale? Pour la périménopause? Pour la périménopause ou encore, tu sais, pour travailler les surrénales, ensuite une dominance d'estrogène ou autre, est-ce que tu en as vraiment là, qui sont des produits vedettes finalement? Ben, en fait, on ne peut pas passer à côté des surrénales. OK? Et les surrénales, en fait, tu sais, quand je disais tantôt qu'à 35 ans, il n'y a pas grand femme là, tu sais, qui se pose des questions sur la ménopause à venir, là, tu sais, parce que c'est comme, oh, pas ça, j'ai le temps en mars, tu sais. Puis quand je dis non, c'est quelque chose qui se prépare, c'est que dans mes glandes surrénales, les filles, j'ai une hormone réservoir qu'on appelle le DHEA. Et le DHEA a cette capacité-là de me donner de la testostérone et de l'estrogène. Le DHEA n'a pas de récepteur spécifique. Donc, là où il y a des récepteurs pour testostérone, ça va rentrer. Où j'ai des récepteurs d'estrogène, ça va rentrer. Puis ça va moduler une réponse hormonale. Et à ce moment-là, quand j'arrive en chute d'hormones ovariennes, dans ma période de périménopause, ben, mes glandes surrénales, c'est ma bouée de sauvetage, là. Ben, il faut qu'ils soient disponibles. Mais mes glandes surrénales, c'est elles qui répondent à tous les facteurs de stress, là. Hein? Fait que pour te donner une petite garantie, en tout cas, arriver avec des économies dans les poches, là, quand on arrive en périménopause, il faut avoir des surrénales qui ne sont pas deux petits pruneaux secs dans le milieu du dos, là. Fait qu'il faut les entretenir. Puis c'est pas parce qu'on le dit, ah ben, gère ton stress, fille, tu sais, que nécessairement, ah, je sais exactement comment m'y prendre, là, tu sais. Fait qu'il faut beaucoup miser sur la disponibilité des glandes surrénales pour avoir une transition adoucie. Essayer de passer une préménopause entre le mur et la peinture, ça demande des surrénales. Donc là, à ce moment-là, la vitamine C est extraordinaire. Les glandes surrénales, souvent, on pense moins vitamine C. Vitamine C, on est plus système immunitaire, rhume, grippe, là. Non, la vitamine C, elle est indissociable de toutes les hormones qu'on va dire stéroïdiennes. C'est celles qui dérivent du cholestérol, comme le DHA, la testostérone, l'estrogène, la progestérone, même l'aldostérone pour la pression. Toutes les hormones stéroïdiennes requièrent de la vitamine C pour être synthétisées et mes glandes surrénales sont une réserve de vitamine C. Je ne peux pas passer à côté des plantes adaptogènes en phytothérapie et en herboristerie. Une plante adaptogène, c'est ce qui va aider le corps à s'adapter aux changements. Et un changement, c'est un changement hormonal, une mauvaise nuit de sommeil, une indigestion. Ah, j'ai pas assez bu aujourd'hui. Ah, je vis un stress. Ça demande toujours au corps à s'adapter à l'environnement qui change tout le temps. Donc, les plantes adaptogènes viennent donner un petit coup de pouce à la réponse surrénalienne. Là, je vais penser au rhodiola, l'ashwagandha, ginseng américain, ginseng sibérien, le schisandra aussi. Puis, dans mes glandes surrénales, oui, j'ai du cortisol, mais j'ai aussi une extension du système nerveux où ce que je fais de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc, pour calmer un système surrénal, il faut que je calme un système nerveux. Et là, je vais penser à ce moment-là à des plantes calmantes. Je vais penser peut-être à la camomille, à la mélisse, à l'agripaume cardiaque, à de l'aubépine, à de la catère, à de la scutellare, à de la valériane, peu importe, là, ou de l'avoine. Il faut que je pense à mon système nerveux, donc les vitamines du groupe B, le magnésium. Il faut que je chouchoune mes surrénales, là. Ça, c'est une Exactement. garantie, là. Ouais.
Ça ressemble vraiment à ce dont tu nous parlais au niveau des habitudes de vie. Puis après, ben, c'est vraiment de cibler quel est notre problème aussi ou notre besoin à combler dans le moment, que ce soit justement le stress, le sommeil et tout. Et là, il existe vraiment une panoplie de produits de santé naturelle vers lesquels aller. Puis là, c'est vraiment de voir avec votre médecin et aussi un conseiller en produits de santé naturelle pour vous aider, naturopathe, etc. Oui. Avant de passer à la période de questions, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont été posées là, au cours des dernières semaines, j'ai envie que tu nous glisses un mot sur ta plateforme virtuelle. Oui, ben en fait, c'est ça. Ça fait une année que en fait, ça fait plus longtemps que ça qu'on travaille ensemble, mais qu'on a décidé l'année passée de lancer un projet très ambitieux. En fait, ça s'appelle Ma santé, mes hormones. C'est une plateforme éducative où vous allez où vous avez accès à 60 heures de formation sur la santé hormonale. C'est pas une plateforme pour des hormones bioidentiques, là, parce que des fois, on associe docteur des hôtels à de l'hormonothérapie, là. C'est vraiment une union du meilleur de la naturo avec le meilleur de la médecine. C'est 25 ans de métier où on a vraiment plongé dans toutes les sphères hormonales et c'est la formation qu'on aurait aimé recevoir, qu'on a décidé de faire œuvre utile et de la transmettre. Notre objectif en arrière de cette plateforme-là était très large dans le sens où on voulait que le public soit mieux informé. Hein, Oui, parce qu'avec l'automéno, on en parlait tantôt, mais l'automéno est venu démocratiser la santé féminine. Fait que les femmes sont comme plus au parfum et si c'était hormonal, ce que je vis, donc j'ai besoin d'avoir un professionnel de la santé qui est à l'écoute, mais le défi, c'est que depuis l'automéno, on n'a pas de professionnels de la santé qui sont mieux formés pour autant. C'est un champ d'expertise qui n'est pas enseigné, la santé féminine hormonale. Et donc, on s'est dit, bon, ben, on va informer le grand public, mais on va aussi former des professionnels de la santé pour qu'ils soient plus aptes et outillés à accompagner en toute sécurité ces femmes-là. Hein? Donc, si vous voulez passer 60 heures à prendre des notes, puis c'est la plateforme la plus complète et c'est quand même très innovateur de faire une approche intégrative oui. où de mon côté, je peux miser sur la pertinence des habitudes de vie, puis Mhm. comment aussi avec l'approche, la connaissance médicale, comment on peut tisser un terrain complémentaire pour comprendre mieux ce qu'on vit, mais surtout solutionner ce qui nous perturbe. Et Ouais. j'en profite, en fait, j'en ai discuté ce matin avec Docteur des Hôtels, puis on a décidé de vous offrir pour les personnes intéressées un code promo en lien avec la petite conférence d'aujourd'hui. On vous offre un 100 $ de rabais pour les personnes intéressées. Le code promo, on pourra peut-être l'écrire ou en tout cas, mais c'est Ouais. code MSMH pour Ma santé, mes hormones, donc code MSMH 100. Donc, ça vous donne accès à un rabais si vous avez un intérêt. C'est une formation qui est disponible à vie, soit dit en passant. Vous n'avez pas là, une année pour l'écouter. Vous Oui, c'est avez ça. un accès pour visionner, revisionner, re-revisionner, là. Oui. Je pense que c'est un beau cadeau bien-être à s'offrir. Merci beaucoup. Puis, on termine avec la période de questions. La première qui nous a été posée, notamment, c'est combien de temps après avoir accouché, est-ce que notre système hormonal est déréglé? Mm. Il n'y a pas de chiffre magique, en fait. Hein. C'est que si on est en période d'allaitement, déjà, l'allaitement est sous la gouverne d'une hormone qu'on appelle la prolactine. Donc, la prolactine favorise la maturité des glandes mammaires, puis la production du lait maternel, et la prolactine, elle sabote toutes les autres hormones. C'est dans le cerveau de l'être humain, là, des mammifères, là, pas juste les êtres humains, là, il y a deux programmes. Il y a un programme qui s'appelle Survivre et l'autre Reproduire l'espèce. Et dans celui reproduire l'espèce, ben, en fait, il faut que je sois disponible. Et si j'ai la prolactine, c'est que mon corps sert à nourrir déjà un enfant. C'est pas le temps de moduler une ovulation pour potentiellement Mhm. en créer un autre. Donc, la prolactine ben, on le sait quand on a accouché, je veux dire, la lubrification vaginale a disparu. Souvent, la libido, elle tombe en dessous du tapis et tout ça. Fait que la modulation, disons, des hormones ovariennes va prendre le temps requis pour que le lait soit bien concentré, que l'enfant ait une bonne croissance. Il y a le post-accouchement, mais il y a aussi les femmes qui ont pris des anovulants. Les femmes qui prennent des anovulants puis qui arrêtent l'anovulant et disent, bon, ben moi, j'aimerais ça avoir un enfant, donc je m'attends à quoi?
Il y a des femmes qui, après déjà un mois, vont retrouver un cycle parce qu'ils ont une communication cerveau-ovaire très dynamique. Puis il y a des femmes, après avoir utilisé les anovulants, peuvent ne plus jamais retrouver de cycle. C'est déjà arrivé ou ça peut prendre 3 mois ou un an. Fait que c'est du cas par cas, je vous dirais, OK. là. C'est sûr Mhm. que l'anovulant est un perturbateur endocrinien, ça, c'est un autre dossier versus l'allaitement qui est un processus naturel, là. Mais c'est ça, puis ça dépend de l'âge aussi, hein? On Ouais. accouche à quel âge? Et puis, ouais, c'est ça. Puis, tantôt, on a parlé beaucoup de dérèglement hormonal. Est-ce qu'il y a une façon de le savoir avant même de ressentir des symptômes ou du moins de faire un petit suivi de notre système? Oui. Ben, en partant, si j'ai 35 ans et plus, je suis pas toujours en dérèglement hormonal, mais il y a des mois où là, je vais être un petit peu plus symptomatique. Donc, ça, c'est un continuum biologique normal. Là, j'ai pas les mêmes capacités de reproduire l'espèce là, que quand j'avais 18 ans. Hein. Fait que ça, c'est quelque chose qui est physiologique. Si moindrement, je vis dans un tourbillon de stress, si mon mode de vie donne des ulcères à toutes mes amies, Mhm. si vraiment, là, je suis toujours en mode panique, là, où je suis toujours débordée, c'est sûr que je suis en débalancement hormonal. Si, comme tantôt, je disais, je suis incapable de jeûner, par exemple, Ouais. j'aime bien l'idée, là, on en parle beaucoup, ah, le jeûne intermittent. Les personnes disent, moi, je suis incapable de Mhm. faire ça, je me sens pas bien. C'est un signe qu'il y a une instabilité glycémique. C'est parce qu'il faut garder les hormones plus largement que, ah, je suis beaucoup menstruée, j'ai mal au ventre, j'ai mal au Ouais. sein. Puis, C'est il n'y a pas tellement de... multisystémique. Ouais. Je comprends. Puis, est-ce qu'il y a des examens médicaux qu'on pourrait passer, par exemple, une fois par année ou du moins quand on se sent un petit peu déréglé, est-ce que c'est tout de suite un rendez-vous chez le médecin? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Oui, ben c'est sûr que bon, un bilan régulier au niveau de nos marqueurs d'hormones, c'est tout à fait approprié. C'est pas tous les médecins qui vont l'offrir d'emblée. Il y a beaucoup de femmes en périménopause qui vont dire, ah là, je commence à être symptomatique, puis j'étais allée voir mon médecin, j'ai demandé une prise de sang, puis il a refusé. Puis souvent, les femmes vont être offusquées de ça, comme si c'est un manque de participation. Je suis pas d'accord, dans le sens où en périménopause, les filles, là, les mois là, ne se ressemblent pas. OK? Mhm. Ça Fait que fluctue. si Virginie, tu dis, ah ben moi, j'ai demandé un bilan sanguin, puis le médecin a accepté, ben on peut même pas se fier, Au tu sais, au résultat. Mhm. résultat parce que le mois d'après, ça va être différent. Fait que, tu sais, il faut pas penser que le médecin est nécessairement mal intentionné, là, mais des fois, comme docteur des hôtels, elle va aimer le faire quand même pour dire, regarde, j'ai un guideline, un peu, là, tu sais, pour être capable de comparer chemin faisant. Mais on le sait que ça fluctue beaucoup, Mhm. là. Fait que Fait que vraiment de prendre vers un spécialiste, puis d'analyser nos symptômes vraiment au jour le jour. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On ouais. aurait pu, je pense, faire un webinaire de 3 heures ensemble. C'est tellement intéressant. Ce que je vous invite à faire, si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête au courant de la journée, des prochains jours, etc., nous, on va republier sur notre page Facebook d'ici la fin de la journée le webinaire entier, donc l'intégralité. Donc, si jamais vous voulez le partager à des collègues, à des amis, à des gens de votre entourage, on vous invite à le faire. Puis on vous invite aussi à adresser vos questions sous forme de commentaires. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais les transférer à Véronique, puis on va pouvoir y répondre en message privé Facebook là, par après. Merci beaucoup, Véronique. Ça a Ça fait été plaisir, tellement merci. intéressant. Puis, merci de nous avoir partagé ton savoir aujourd'hui. C'était très généreux et pour le code promo également. Alors, sur ce, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et une magnifique fin de journée. Merci beaucoup.